mère se sont mariées très jeunes. Mon père avait 18 ans simplement quand je suis né. Donc ils se sont forgés une petite bulle, une petite harmonie tous les deux. Je me souviens très bien qu'ils ont commencé leur ménage avec une poêle, une cuisinière et un lit. Et la table et le buffet, c'est lui qui l'a fait. Donc ils se sont forgés, ils se sont protégés de la vie un peu. Mon père maintenant doit avoir 73 ans, et ma mère m'a eu à 20 ans, donc 75. Mais ils sont toujours tous les deux, ils se baladent toujours tous les deux, ils vont faire les courses tous les deux, ils peuvent pas se quitter. Ils peuvent pas se quitter. C'est comme des oiseaux, c'est les inséparables, c'est assez drôle. J'ai envie de dire, j'étais pas plus égoïste que d'autres, parce que je me souviens, j'étais relativement gâté, j'avais beaucoup de jouets, j'étais le seul, donc j'étais le petit roi dans la famille, hein. J'étais gâté, mais je donnais tous mes jouets, tous mes livres, j'étais pas moi seulement, même si j'étais seul. Petit pour moi, bon, avec tous les colibés qu'on peut imaginer, t'as vu comment t'es taillé dans un rayon de vélo, ou dans un bâton de sucette, on va jouer dans le bac à sable, bon, bref. Donc j'étais rejeté quand même des autres. Et pour moi, le mot petit, ça me cloisonnait. Et pour moi, être petit, c'est de ne pas avoir accès au monde des grands. Donc ça m'est impossible. Donc petit, et le mot petit était devenu obsessionnel chez moi. En plus, mon épouse, son mot chéri, c'est petit. Donc elle aime tout ce qui est petit. Ouais, peut-être que c'est pour ça. Alors ça me foutait en rage. Et à ce moment-là, c'est une époque d'adolescence où j'avais, disons, quelque chose près de 12 ans peut-être. J'ai fait beaucoup de sport, mais vraiment beaucoup de sport. Donc beaucoup de gymnastique, beaucoup de culturisme. Je faisais, disons, 7-8 km à pied pour y aller. Je revenais à 10 heures le soir et je faisais encore, à l'époque, 300 pompes, traction avant de me coucher à 10 heures le soir tout seul. J'ai acquis une certaine force. Donc un petit bonhomme de 53 kilos qui marchait sur les mains aussi bien que sur les pieds, qui descendait les escaliers sur les mains, qui montait des équilibres sur le pont de Blois, etc. Donc j'avais le regard des autres et là j'étais reconnu. On a commencé à m'admirer, on commençait à m'appeler, mais plus va jouer dans le bac à sable, mais on commençait à m'appeler Tarzan. Alors là j'ai commencé à récupérer quelque chose, vraiment. J'ai appris le métier de tourneur et de fraiseur. Donc je suis rentré dans l'usine, la première usine où j'ai travaillé, à 3 ans, disons, à l'âge de 15 ans. En disant c'était dur, oui, mais j'avais pas tellement de points de comparaison, puisque finalement j'ai été élevé dans un milieu d'ouvriers, donc j'avais pas de points de comparaison possible. Et maintenant je m'aperçois après coup vraiment que c'était une vie assez régulière, finalement assez simple, et une vie dure. Très dur. Je travaillais dans une usine de production, donc il était hors de question de s'arrêter, ne serait-ce qu'1 ou 2 minutes comme ça à discuter. On restait simplement sur notre lieu de travail. Je disais quelquefois, c'est le ramda, c'est tout à fait vrai, c'est une formule, mais on avait droit au pipi, mais pas au caca. C'est-à-dire qu'il fallait aller très vite pour aller au WC, et on avait sur chaque machine un signal lumineux qui était visible du chef d'atelier, qui était lui au premier, derrière une grande baie vitrée, il observait tout. Et dès qu'on allait au WC, il fallait éteindre notre lumière, comme quoi on était absent. Et si ça durait un peu longtemps, il descendait nous chercher. C'était quelque chose. Donc il y avait une espèce de stress là, de surveillance, un stress de bruit, puisque c'était vraiment... je dis 90 décibels, c'est une moyenne. Il y avait des pointes jusqu'à 114 décibels, puisqu'on a mesuré. Et il y avait aussi l'ambiance, je dirais, vaporeuse, c'est-à-dire on travaillait beaucoup avec des huiles de coupe pour les outils, pour protéger les outils, ce qui faisait une fumée cancérigène. J'ai même eu, moi, des camarades qui ont été atteints de cancer à cause de cette ambiance.
Donc c'était absolument difficile. On était traité plutôt comme du matériel de production. C'est vrai, j'ai vu des gens accidentés. Bon, je me souviens une fois, bon, une main percée avec un outil. Et la personne qui était sur la machine n'était pas sortie de l'usine, on attendait les pompiers, et il était déjà remplacé sur la machine. C'est-à-dire on donnait un coup de pinceau pour enlever la viande sur l'outil et il continuait. Donc ça c'est assez marquant pour un individu. On ne pouvait pas se permettre de ne pas être à l'heure. Il fallait être à l'heure exacte devant notre poste de travail. Et on pointait, j'ai connu et 30 secondes de retard, on perdait une prime de production, on perdait de l'argent, on était pénalisé. Donc j'ai appris, et on m'a construit comme ça, c'est-à-dire binaire, pas de discussion, et être exact. Donc ça, mais bizarrement, même si c'est contraignant, si ça a été contraignant, je vois que ça m'a quand même beaucoup servi. C'est-à-dire là, l'erreur, c'est impardonnable. L'erreur, on ne peut pas faire d'erreur quand on travaille sur une machine-outil très dangereuse où les copeaux volent et ça vous passe devant le nez à des vitesses effroyables et ça coupe comme des lames de rasoir, où ça brûle parce qu'ils sortent vraiment rouges. Et il faut faire sur cette machine des manipulations vraiment de l'ordre du cinquième de seconde, et c'est ni plus ni moins, c'est exactement là qu'il faut le faire. J'ai absolument aucune culture, aucune mémoire, j'ai pas cultivé, mais pour ce qui est de l'usinage des métaux, j'étais, bon, sans fausse modestie, très bon. Même mon CAP, j'étais sorti premier du département en tournage et deuxième en fraisage. Donc j'avais des qualités professionnelles. Donc c'est ça qui a fait ma force. Donc je suis monté très rapidement dans les échelons, c'est-à-dire P1, P2, P3, régleur, ensuite chef d'équipe, agent de maîtrise. Donc, mais une fois agent de maîtrise et chef d'équipe, je suis sorti chef d'équipe. Parce que, et en fait, j'ai aidé les autres à me dépasser, mais c'était mes patrons, parce que j'ai connu dans la deuxième usine 14 directeurs. Je crois que c'était une usine à produire des directeurs. Mais ils me gardaient parce qu'ils avaient besoin de moi du point de vue du travail, vraiment. Mais en fait, je les ennuyais beaucoup, je les gênais beaucoup parce que j'étais pas toujours d'accord avec leur façon de faire. À une époque, on ne trouvait plus personne pour faire le travail dans cette usine particulière, tellement c'était difficile. Les personnes partaient. Et on employait des intérimaires. C'était le début de l'intérim. Et les conditions étaient telles que les intérimaires partaient dans la journée. Ils ne faisaient même pas la journée. Et notre directeur avait trouvé la formule, c'est qu'au moins pour qu'il reste une journée, il fermait les portes de l'usine à clé. Donc j'étais absolument pas gêné, moi, tout seul, d'aller voir le directeur et vraiment de m'opposer à lui. Où vraiment on s'est traité de nom d'oiseau, respectivement. J'étais très révolté. Dire pas une position où j'étais forcément aimé, ni d'un côté, ni forcément de l'autre. Parce qu'à l'époque, c'était très tranché. Les ouvriers considéraient forcément et obligatoirement les patrons comme des buveurs de sang, des profiteurs, et les autres forcément comme un tas d'imbéciles. Donc j'étais situé entre les deux. J'étais révolutionnaire, mais j'ai jamais fait partie d'un groupe, parce que dans mon principe, dans ma construction, je dis ça avec cette formule, vaut mieux être penseur libre que libre penseur. C'est-à-dire rentrer, parce que j'ai connu beaucoup de grèves, j'ai même été organisateur des grèves en 68, mais j'avais horreur, j'ai toujours horreur, qu'on me dise ce qu'il faut penser, comment il faut penser. C'est-à-dire c'est qu'on entre dans mon personnage et que j'ai plus du tout de liberté. Donc ça, j'ai toujours gardé, même si j'étais en très bonne relation avec les délégués du personnel, les syndicats, je n'ai jamais fait partie d'un groupe pour conserver une liberté, parce que j'ai tellement connu l'époque où le responsable des syndicats passait dans l'allée et suivait moi. Ah oui, mais moi je veux bien me suivre, mais pourquoi ?
Donc ça, je ne l'admettais pas, même si j'étais traité à l'époque de jaune, aussi, ça, de suivre systématiquement les gens sans savoir. Ça n'a jamais fait partie de mon programme. Aussi loin que je puisse me rappeler, c'est-à-dire aussi loin que je puisse mettre des mots sur ce ressenti, cette insatisfaction, c'est-à-dire l'âge de 4 ans, 5 ans, je me suis toujours posé des questions, des questions, des questions. Donc j'ai toujours été insatisfait, senti un manque. La relation à Dieu m'a toujours habité. Toujours, 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 toujours. J'ai jamais eu des désirs, beaucoup de désirs, ni d'argent. Ça, c'est vraiment, même encore maintenant, voilà, c'est bien. J'ai jamais eu de désir de me placer socialement, parce que j'avais des capacités professionnelles pour le faire. Et j'ai jamais eu des désirs extraordinaires sexuels. En fait, j'ai toujours eu dans ma vie goût de mener une expérience, mais jusqu'au bout. En fait, j'ai connu, ben oui, qu'un maître, j'ai connu qu'une femme, j'ai connu, ouais, ouais. J'ai rencontré Arnaud justement à une période, là, bon, comme beaucoup, c'est banal. J'ai vu ses films à la télévision, j'ai eu un choc, c'est banal aussi, donc j'ai été interpellé. Et je me souviens lui avoir écrit la première lettre en 1967. Au mois d'août, je me souviens très bien, il m'a répondu de Ranchi, il était en Inde, en 67 aussi, un mois après, mais je l'ai rencontré en pleine effervescence, en pleine grève de 68, alors qu'il habitait un quartier chaud, la rue Soufflot, à côté de la rue Gay-Lussac, où il y avait les voitures retournées, en feu, etc. Le 23 mai, je me souviens, oui, au mois de mai 68. C'est la première fois où je l'ai vu. J'étais accompagné du reste de mon épouse à cette époque-là. Donc entre 67 et 68, j'ai eu des contacts par lettre avec lui. Je peux dire maintenant, je l'ai vraiment embêté. Je lui rends grâce vraiment de ne pas m'avoir jeté, parce qu'à l'époque, il n'était pas du tout question qu'il se présente comme instructeur. Il était auprès de Swamiji à l'époque. Mais vraiment, je pourrais dire que je l'ai embêté, parce que j'habitais aussi à l'époque dans des HLM, donc je lui demandais qu'il me réponde, mais en recommandé, enfin, avec accusé de réception, pour être sûr d'avoir ma réponse, et lui, c'était oui. Puis je lui demandais d'aller le voir. Et ce qui est assez curieux, c'est que la première fois où je suis allé le voir, en 68, il m'avait répondu que c'était pas le moment, justement, de venir le voir, parce que, bon, lui-même impliqué dans le remue-ménage de 68 à l'ORTF. Et finalement, du fait de la grève du courrier, j'ai pas reçu sa réponse. Et donc je suis arrivé, comme on dit vulgairement, comme un cheveu sur la soupe. Il m'a pas dit, bon, ben, vous avez pas reçu ma lettre, c'est pas le moment, repartez. Ou il m'a dit, bon, ben, qu'il avait quelque chose à faire, mais que si je pouvais revenir dans 1 heure de temps, il me recevrait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ça, c'est des choses qui finalement, je vois maintenant, qui m'ont vraiment marqué. Véritablement marqué. Et une fois je l'ai vu, ben, je ne me suis jamais posé la question d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu confiance en cet homme. Et pourtant, j'ai toujours été élevé dans la méfiance. C'est-à-dire que depuis le début, je n'avais confiance qu'en mon expérience. Donc je ne prenais pas forcément les autres pour des menteurs, mais je demandais à vérifier par moi-même. Mais avec cet homme-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu confiance. Bizarrement, cet enseignement du non-refus m'était assez familier. Et que le fait de travailler, de travailler sur ce que j'appelais moi à un moment donné les refus de la vie, c'est-à-dire je voulais être grand et la vie me disait non, mais en fait de transposer ça et voir qu'en fait le mal, le parasite,
les refus de la vie, c'était mes refus, moi, de la vie. Mais c'était un discours qui m'était familier intérieurement, simple, parce que, bon, et c'est assez étonnant aussi quand on connaît Arnaud, qui a une culture vraiment incroyable, et il pouvait me toucher au plus simple. Mon objectif, ça a beaucoup fait souffrir mon épouse, hein, ça fait 38 ans qu'on se connaît, mais ça l'a fait beaucoup souffrir, c'est que d'un certain point de vue, elle a toujours su, et c'est toujours que cette recherche et cette relation, il n'y a rien qui pèse en face, il n'y a rien qui peut peser en face. Il n'y a rien. L'humain est le lieu privilégié de ces deux lois, à la fois divin et à la fois humain, à la fois immobile, à la fois mobile. C'est-à-dire il est porteur des paradoxes. Je suis à la fois la substance, à la fois la substance de Dieu, à la fois immobile, à la fois au-delà du temps, à la fois au-delà du concept temps-espace, et aussi à la fois dans le temps, dans le concept temps-espace et dans le changement et dans le fini. Souvent les gens veulent être Dieu. Et je dis toujours en riant, c'est pas la peine de s'embêter, la place est prise et pour longtemps. Voilà. Et vouloir négliger aussi l'aspect humain, l'aspect avec nos caractéristiques, nos limites, avec ce que l'on porte de mémoire, et pas simplement la mémoire du fait qu'on soit né de ce corps, mais aussi de la mémoire de l'humanité, de tout. On est porteur de cela. C'est faire une erreur. Donc les deux, bien sûr, sont absolument nécessaires pour l'expérience. Et souvent, je vois que les crises, c'est quand on confond les deux principes. C'est-à-dire quand on s'identifie à ce corps, moi ce corps, quand on se limite, moi ce corps séparé du reste, en fait on vole la substance de Dieu. Donc on vole les lois qui ne correspondent pas aux lois du fini. Et là il y a une crise, parce que on a peur que quand ce corps va disparaître, l'absolu va disparaître aussi. C'est-à-dire ce qui ne peut pas disparaître va disparaître. Et ça, c'est absolument faux. C'est-à-dire en volant cette enveloppe, on vole son contenu. Et là, on fait une erreur, parce qu'il y a vraiment un mélange de deux certitudes. Et à la fois que la conscience, Dieu, appelons ça comme l'on veut, mais celle-ci est ni née, ni ne change pas, ne va pas mourir, et en dehors du concept de temps-espace. Et à la fois une autre certitude, c'est que ce corps, bien sûr, il va disparaître. Ça c'est clair, il va disparaître. Il a été composé, il sera décomposé. Et le corps lui-même n'a pas peur de mourir, parce qu'il est programmé pour mourir. Il est programmé pour mourir. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que l'humain, il va avoir ce que j'appelle l'expérience double. C'est-à-dire en substance, il est Dieu déjà. Mais on est aussi humain, c'est-à-dire qu'on est à son image, on est une cristallisation de lui-même, et on va connaître aussi la forme et le changement. Et quelquefois, je prends une image pour essayer de faire une analogie entre l'eau et le glaçon. Donc, pour l'analogie, imaginons que ce tout, ce soit l'eau. Il y a de l'eau partout, on ne peut pas en rajouter, parce que où est-ce qu'on prendrait? On ne peut pas en retrancher, où est-ce qu'on le mettrait? Donc, du point de vue du tout, la totalité de Dieu, de l'absolu, le tout est immobile. Et cette eau, si elle se cristallise par un effet de refroidissement, elle va produire des glaçons. Le glaçon, sa nature, c'est de l'eau. Donc, elle a l'expérience de l'eau. Le glaçon a l'expérience de l'eau. Donc, l'expérience du tout. Mais il va y avoir, du point de vue du glaçon, ça va changer de loi. Ça va passer du liquide au solide. Et on change de loi à ce moment-là. Et on peut considérer qu'on est une cristallisation de ce tout. On s'identifie au glaçon. Et notre erreur, c'est de vouloir
à l'intérieur même et avec les lois du glaçon, c'est-à-dire avec les lois du changement, avec les lois du fini, avec les lois de la mobilité, on veut expérimenter avec ces lois-là l'immobilité, le tout, l'infini. Et ça, c'est simplement pas possible. Mais faire la différence entre le moi présence et le moi possesseur. Celui qui doit disparaître, c'est uniquement le moi possesseur. Tous les sages nous disent, et dans toutes les voies, lâcher prise, lâcher prise. Mais ce lâcher prise n'a de sens véritablement que si on tient quelque chose, bien sûr. Et si on tient quelque chose, on prétend par là même que l'on possède cette chose. Et c'est ce moi possesseur qui doit disparaître, celui-ci. Mais le moi présent, c'est une intelligence qui est en fait impersonnelle, qui est propre à cette forme, qui est propre à une autre forme, qui est propre à une autre forme. C'est-à-dire c'est une intelligence qui harmonise cette forme, et dans cette harmonie qui communique avec une autre forme, bien entendu, qui se distingue de l'autre forme. Mais celle-ci, c'est une intelligence qui est, je dirais, propre à la forme, mais impersonnelle, qui appartient à la vie. Le seul malheur, le seul drame, c'est simplement de se croire une entité séparée du reste. Or, pour moi, la séparation est vraiment une impossibilité. La distinction, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais la séparation est absolument impossible. Souvent, les gens me disent mais moi, je suis séparé d'eux. Donc, ils prennent l'élément qui leur est personnel. Et je leur pose la question, mais qu'est-ce qui vous sépare d'eux? Et invariablement, la personne dit, ce qui nous sépare, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce que fait la personne? En fait, elle édicte le lien. Donc pour moi, si j'avais à définir ce que c'est que la séparation, je dirais que c'est le refus ou l'inconnaissance du lien. Et là, on touche vraiment l'essentiel de la voix, puisque cette voix particulière que transmet Arnaud, elle est basée justement sur quelque chose de simple, c'est-à-dire le postulat qui est vrai, qui est vérifié après, c'est que tout notre drame vient du refus de ce qui est. Et là aussi, il y a beaucoup de méprise. Bien souvent, les gens croient accepter ce qui est, mais en réalité, ils n'acceptent qu'une partie de ce qui est. Parce que ce qui est, c'est tout ce qui est. Et bien souvent, les gens croient que ce qui est, c'est ce que eux énoncent comme étant ce qui est. Donc ça n'a absolument rien à voir. Ce qui est, accepter ce qui est, demande un abandon complet de ce prétentieux en nous, de ce moi possesseur. Pour le lâcher, il faut faire intervenir ce troisième, le lien, cet amour, la reconnaissance qu'on est absolument dépassé, qu'on ne peut rien expliquer dans notre logique, dans notre principe, dans nos principes de glaçon, comme je disais tout à l'heure. Dans nos limites humaines, on ne peut simplement rien expliquer. Tout ça, ça nous dépasse. Et pourtant, on est la preuve du tout. L'amour en tant que concept, j'ai presque envie de dire, tout le monde s'en fout. Ce que l'on veut, nous, c'est des preuves d'amour, des actes d'amour. Et là, l'âme a véritablement sa place pour passer de l'amour concept à l'acte d'amour, vraiment. La difficulté, c'est qu'il faut, une fois que on a vu les bases très clairement, c'est de répéter 1 milliard de fois la même chose. Or, on n'a pas été construit comme ça. C'est-à-dire quand on fait 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois la même chose et qu'on voit que finalement ça ne donne pas ce que l'on veut, on abandonne tout de suite. La difficulté, c'est de répéter inlassablement la même chose. En fait, la pratique très concrète, c'est-à-dire là où sont nos pieds, je dis toujours où est-ce qu'on pratique, c'est là où sont nos pieds, tout simplement. C'est simplement d'essayer de démasquer le mental,
parce que lui, il est infatigable, il ne connaît pas la fatigue. Je dis quelquefois, pour rire un peu, le mental a quelque chose de plus que le disciple, c'est qu'il ne connaît pas la fatigue. C'est-à-dire quand le disciple il se réveille, il est un peu endormi, le mental il est en pleine forme et il cogne. Et quand le disciple le soir est un petit peu fatigué par ces quelques instants de pratique, le mental, lui, il est toujours en pleine forme. Donc il faut démasquer ce menteur qui surimpose sur ce qui est, ce qui devrait être. Et en fait, il va jouer. Quand on dit non à quelque chose, ce nom-là, dans ce nom-là, il y a deux noms en réalité. Il y a un nom qui est stupide, mais absolument stupide, et il y a un nom qui est vraiment utile, un nom de choix, du même style. Est-ce que vous voulez reprendre un peu de gâteau? Non, merci. Donc c'est un nom de choix, le nom qu'on retrouve dans les évangiles, que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est-à-dire un choix clair. Et pour reconnaître ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut garder, il est toujours utile de développer ce qu'il y a derrière le non. Quand on dit « Ah non !» essayez de développer. Et tout ce qu'il va y avoir en rapport avec « il y aurait dû y avoir »,« il y aurait dû y avoir »,« si j'avais su »,« s'il n'y avait pas eu », si tout ce qui est essayer de corriger le passé, ça c'est une absurdité. C'est une absurdité. Mais dire « Ah non !» ce qui est là, que je reconnais comme étant ce qui est, ça n'est pas juste que ça dure dans le temps. Là, ça va être la définition d'un désir. Et si je ne mets pas la réalisation de ce désir en termes d'absolu, à ce moment-là, c'est très justifié. Donc il faut vraiment avoir une vue et discriminer ce qu'il y a à jeter et ce qu'il y a à garder. Parce que quand on dit « Ah non !» si on garde ce nom complet, on fait une erreur. Et si on jette ce nom, on fait une erreur également. Donc il faut être très... c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je dis quelquefois, mon manque, c'est mon idéal. Chacun a un idéal qui s'est créé. Mon idéal, moins ce qui est, égale mon manque. Mon idéal est attractif. Mais ce qui est ne correspond pas toujours à mon idéal. Donc en fait, quand je dis non à ce qui est, c'est que je reconnais par là même que ce qui est ne correspond pas à mon idéal. Mais ça va entamer mon idéal. Et pour reconstituer mon idéal, je vais dire non. Je vais créer le contraire de ce que je refuse. C'est-à-dire, si je dis non à quelqu'un qui me fait mal, qui me dit une chose pas plaisante et qui me fait mal, ah non! Derrière le non, et je dirais d'une façon inconsciente, inconsciente ou consciente d'ailleurs, il va y avoir, il ne devrait pas me dire ça. Et ce « il ne devrait pas me dire ça » rentre dans mon idéal, parce que s'il ne me disait pas cela, oh là là, ça serait bien pour moi. Donc finalement, à chaque fois qu'on dit non à quelque chose, on reconstitue notre idéal. On remplit notre manque, pour ne pas souffrir, mais c'est basé quand même sur une illusion. Parce que bien souvent, j'entends les gens, s'il y avait ça, s'il n'y avait pas ça, je serais plus heureux. La réalité, c'est qu'ils n'en savent strictement rien. Je dis, quand les gens disent qu'ils ont des problèmes avec leur mère, avec leur père, avec leurs frères, la réalité, c'est que le vrai problème, c'est qu'ils ont deux mères, deux pères, deux frères, etc. C'est-à-dire celle qui est, en tant que mère, et celle que je voudrais à la place de la réelle. Et pour l'égocentrique, c'est-à-dire pour le moi possesseur, il est évident que la mère qui devrait être est beaucoup plus positive que la mère qui est. Seulement le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Et en fait, on se trouve vraiment devant une crise, parce que le corps est en crise. Dès qu'on refuse ce qui est, le corps se met en crise. Parce que vouloir qu'une chose qui est là, telle qu'elle est, change dans le temps. C'est la définition d'un désir. Et le corps, il sait faire. Le corps, il est fait pour s'adapter, il est fait pour être un avec, pour réfléchir, poser un acte, calculer, faire le point, changer, pour aller vers la réalisation de ce désir. Donc, il y a un espace entre là, ce qui est, et mon désir.
Mais vouloir autre chose à la place de ce qui est, le corps il ne sait pas faire, parce que c'est sur le même axe. Il ne sait pas faire, le corps il est en crise. La seule chose que je peux faire, comme je suis déséquilibré, pour me rééquilibrer, je vais m'accrocher à mon monde, à mon idéal. En fait, le non, c'est le seul pouvoir de l'ego centrique. Hein. Mais ce non-là, c'est un cri d'impuissance. C'est un pouvoir d'impuissance. Parce que de dire non à ce qui est, ça ne change pas ce qui est. La pratique, simplement, il n'y a qu'une chose qui peut pulvériser le mental, c'est simplement l'évidence. C'est pour ça que sans arrêt, Arnaud nous répète inlassablement, revenir, voir ce qui est. Simplement voir ce qui est. Voir ce qui est. Reconnaître. Voir. Tout en n'oubliant pas quand même que le but, c'est pas accepter ce qui est, mais c'est simplement l'action. Le corps, il est fait pour agir. Il n'est pas fait pour rester immobile. Il n'est pas fait simplement pour penser. S'il était fait pour penser, on aurait que des petites têtes. Il y aurait des petites têtes de posées. Qu'est-ce que tu fais? Je pense. Puis c'est tout. En fait, le corps, il est fait pour s'adapter. Il est fait pour se mouvoir dans le temps et dans l'espace pour prouver l'amour, pour faire passer l'amour concept en preuve d'amour, en acte d'amour, en expérience d'amour. Parce que si je reviens à ce qui est, je suis confronté, mon monde est confronté au monde, et à ce moment-là, mon monde s'intègre parfaitement en tant que partie au monde. Donc je suis en relation avec le monde, tout en reconnaissant que cette forme, bien sûr, a des principes qui lui sont propres, mais je suis en relation avec le monde. Donc je ne nie pas le monde, je ne veux pas corriger le monde. Donc je reconnais quelque chose de plus grand, que l'on appelle Dieu, la conscience ou tout autre. Donc je suis en relation, mais en relation d'humilité, mais de simplicité. Le maître est véritablement transparent. Et quand on est avec le maître, en fait, on n'est pas avec un autre. On est simplement avec nous-mêmes, mais ayant résolu notre problème. Donc la relation au maître, en fait, c'est quelque chose de presque faux. Parce qu'il n'y a pas deux, il y a un. On est simplement en relation avec nous-mêmes. Et là, on peut retrouver dans cette transparence la relation à la vie, au non manifesté, à Dieu en soi. J'ai en fait un maître, il est très limité. Un maître est très limité. Un maître, d'abord, il a perdu la faculté du choix. Ça s'impose. Il n'y a pas le choix. Ça s'impose. Et en plus, il sait faire que deux choses. C'est très limité, un maître. Hein? Aimer et répondre. Il sait faire que ça. Et en fait, on a le disciple, là, ou l'élève. Le disciple, c'est un peu pompeux. Hein? L'élève, il a un pouvoir sur le maître. C'est que dès que l'élève demande, le maître est obligé, il n'a pas le choix. Il est obligé de répondre. Même si sa non-réponse, c'est une réponse, en quelque sorte. Mais il est obligé, parce qu'un maître aime. Et vraiment, l'amour, c'est quelque chose d'inconditionnel. Il aime inconditionnellement. Un maître ne donne pas de l'amour. S'il donnait de l'amour, son amour s'épuiserait, bien entendu. Un maître, il est transmetteur, il transmet. Il est branché sur son propre maître, qui est branché sur son propre maître jusqu'à Dieu. Et quelquefois, on me pose la question, mais qu'est-ce que vous devez au maître? J'ai envie de dire, ça va paraître très, peut-être un peu provocateur, j'ai envie de dire, bien sûr, je lui dois tout, et d'un certain point de vue, rien. Parce que le maître ne veut pas qu'on lui redonne. Il s'en fout, lui. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse de ce que tu vas lui? Lui, sa faculté, c'est de recevoir et de donner. Donc, transmettre. Donc, il est conducteur de. On se doit de lui tourner le dos, d'ouvrir et de laisser passer, se laisser transpercer et donner à l'autre. Donc, de transmettre aussi, dans la mesure de nos possibilités. Donc, on lui doit rien, en quelque sorte. On doit à l'autre. Quand le maître nous donne, on doit à l'autre. Il
faut arriver au point tel où on n'a plus peur du maître. C'est-à-dire savoir que quoi que fasse le maître, quoi que dise le maître, c'est pour notre bien. Et avant d'arriver à ce point-là, ça demande beaucoup d'objections, de souffrances, de questions, de remise en question de nous-mêmes. C'est tout le chemin, ça, la relation maître-disciple. C'est vraiment tout le chemin. Tout le chemin. En 88, j'ai eu un accident de travail, un accident assez grave finalement. C'est que lors d'une manipulation, je me suis fait prendre le genou entre l'arrière d'un camion arrêté et un Fenwick, un transporteur de benne qui pèse la bagatelle de 3 tonnes. C'est une pression énorme, 3 tonnes qui ne s'arrêtent pas. Ça ne s'arrête pas et plus les os sont brisés, moins il y a de résistance, donc il continue sa route. Et je peux dire que ça a été une expérience très riche pour moi, parce que j'ai toujours, moi, tout ce que je vis, je le transcris pour l'enseignement. Donc à ce moment-là, ça a été très riche pour moi, parce que jamais pendant ce moment-là, il y a eu l'ombre d'un refus. Jamais. Je ne me présente pas comme possédant quoi que ce soit, un grade aussi minime de sagesse soit-il. C'est vrai que si j'avais une seule prétention, ça serait de dire ça. C'est que c'est effroyablement prétentieux ce que je vais dire. C'est que chaque instant me suffit. Là où je suis me suffit. Et j'ai pas de désir vraiment particulier. C'est vrai que j'apprécie. Là, je vais bientôt partir en vacances, je suis sûr que je vais apprécier. Mais si on me dit au moment de partir, ça se fait pas, mais ça ne me fait absolument rien. Il n'y a pas de réaction personnelle, vraiment. Donc je trouve que la vie, elle est toujours complète là où je suis. J'attends rien et en fait, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout, oui. Pourquoi? Parce que je dis quelquefois, j'ai un joker, j'ai un oui d'avance. Parce que de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, que ce soit agréable, désagréable, quel que soit le qualificatif de la situation, moi, je ne pourrais pas dire non. C'est pas oui d'avance, quelque part, je ne pourrais pas dire non. Rien me manque. Si on me disait tout de suite, ça y est, ok, c'est fini, bon, ben, ok, c'est fini. Mais sur le fond, vraiment de l'être, il y a une tranquillité vraiment, que ça, personne ne peut troubler. Même pas Dieu. Non, la peur, en fait, c'est pas un problème. Peut-être qu'il y a certains schémas qui vont revenir immédiatement, mais ça sera vraiment tout de suite accepté, tout de suite intégré, tout de suite digéré. C'est-à-dire, ça ne mettra en aucun cas un trouble à ma relation à Dieu. Là, ça paraît aussi prétentieux, mais la chose qui me fait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir partager ma conviction. D'être impuissant à faire partager ma conviction, et tu vois, en le disant, c'est peut-être la seule chose qui me tirerait des larmes. Parce que c'est vrai, ça me fait vraiment très mal. Très très mal. Ouais. 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 Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, l'amour, le vrai amour, ne peut surgir que lorsqu'on n'attend plus d'être aimé. Coupé.